Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. On parle donc bien dans son job de l'IA qui révolutionne sûrement le métier d'ingénieur. On va en parler dans quelques instants avec Véronique Favier, directrice générale adjointe de l'ENSAM, membre du comité d'orientation, think tank Arts et Métiers. Elle est notre invitée. Le grand entretien, justement, on reste dans l'IA. À l'âge de l'IA, plus besoin d'étudier. C'est le titre d'un livre écrit par Laurent Alexandre et Olivier Babot chez Bucher-Chastel. Olivier Babot sera notre invité pour nous éclairer à la fois sur ce titre qui risque d'effrayer la chronique et sur le fond même de la place de l'IA dans nos sociétés, dans nos métiers. Qu'est-ce que cela va changer? On en parlera avec lui dans le grand entretien. Et on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. On s'éloigne un tout petit peu de l'IA et encore, la filière forêt-bois, eh bien, elle recrute. Oui, on a de très belles forêts en France. On en parlera avec Bertrand Gauthier, responsable communication, relations adhérent à l'UICB, l'Union des industriels et constructeurs bois. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de l'IA. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'IA dans notre émission Smart Job, qui parle emploi RH. Ben oui, mais l'IA, il est partout. Il est dans les formations, il est dans les écoles. On accueille Véronique Favier. Bonjour Véronique. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Directrice générale adjointe de l'ENSAM, membre du comité d'orientation, think tank Arts et Métiers. D'abord, commençons par le début. Ce fameux think tank Arts et Métiers a publié un rapport sur l'état des lieux de l'impact de l'IA sur les métiers d'ingénieur. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de ce rapport? L'IA est de plein pied aux côtés des ingénieurs? Eh bien, effectivement, c'est ce qu'on... Au départ, quand on a commencé ce rapport, cette réflexion, en fait, on s'est dit, est-ce que l'IA, est-ce qu'elle révolutionne les métiers d'ingénieur, comme on voit dans la création culturelle, Oui. comme on le voit dans le domaine de la santé, la radiologie, ou est-ce que c'est une simple évolution? Et c'est vrai que les ingénieurs, c'est un petit peu différent parce qu'on sait que l'IA existe depuis longtemps, depuis 1956. Donc, en fait, ça a évolué, il y a eu des hauts et des bas. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que ça va arriver? Et puis, finalement, la conclusion du rapport, c'est que c'est vraiment présent aujourd'hui. Les auteurs du rapport, en fait, ont regardé 7 secteurs industriels en se disant, il y en a peut-être 2 qui vont émerger où l'IA va être beaucoup plus présente. Et en fait, il est partout. Il est partout. Et c'est pour ça qu'on est allé vers le terme d'ingénierie générative, puisque c'est vraiment transversal à tous les secteurs industriels. On peut parler d'un mot du fameux jumeau numérique, parce qu'on voit les évolutions techniques que ça représente, c'est-à-dire travailler dans le numérique en créant son jumeau, ça coûte moins cher, c'est plus pratique. On l'a en 3D, puisque c'est de ça dont il est question. Ça existe déjà depuis quelque temps. Enfin, je veux dire, l'IA était déjà là, en fait. Alors, l'IA était déjà là, oui ou non? En fait, on avait des maquettes numériques, on avait de la simulation basée sur des modèles physiques. C'est vrai. Mais pour tester différents scénarios, si vous voulez concevoir une voiture, par exemple, et voir si elle est bien dimensionnée pour le crash automobile. Là, c'est l'IA générative qui arrive. Là, c'était des modèles physiques, mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de calcul. Oui. Et donc, l'IA générative a permis d'accélérer et de tester plein de scénarios différents dans le domaine de la conception. C'est un exemple, effectivement. Donc, ça veut dire, là, vous nous parlez à la fois de ce rapport issu de ce think tank sur les ingénieurs, mais on voit bien aussi que vous portez les enjeux éducatifs, pédagogiques de l'ENSAM. Les étudiants qui arrivent, comment vous les acclimatez, comment vous les formez? Et puis ces étudiants, ils ont fait de belles études la plupart du temps, des prépas, ils sont connectés à l'IA, enfin je veux dire, ils savent de quoi on parle. Comment se rencontre cette génération, cette Gen Z, avec la technologie, parce que c'est de futurs ingénieurs? Donc effectivement, ils utilisent déjà l'IA. Après, ce que nous montre ce rapport, le rapport du think tank, c'est que l'IA ne remplacera pas les ingénieurs. Par contre, les ingénieurs avec IA remplaceront les ingénieurs sans IA. Voilà. Donc vous nous dites qu'il faudra qu'il ait dans sa poche son IA et qu'il soit bien arrimé à son IA. Exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas remplacer les métiers de l'ingénieur. Enfin, c'est notre conviction aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans l'industrie, il faut des données. Et contrairement au domaine de la santé ou au domaine de la culture, les données, les industriels, ils n'aiment pas trop les partager. Ils les protègent. Voilà, ils les protègent. Et donc, il faut de la qualité.
dans ces données. Et donc, il faut connaître bien le métier, les phénomènes, connaître bien sa machine pour savoir quelles données récupérer, comment la récupérer, comment la traiter ensuite. Donc il y a un travail d'éducation pour finir notre échange très riche sur la manière dont on va agréger les données, les stocker. Il y a un enjeu de données en fait. Il y a un enjeu de données et nous, donc on garde un socle fondamental en sciences et techniques pour qu'ils apprennent bien leur métier et on rajoute une couche d'IA par des cas d'usage. On leur montre dans le domaine de la conception ou des matériaux par exemple comment peut être utilisé l'IA. Je pense que c'est ce qu'ils cherchent, du concret. Comment ils peuvent implémenter l'IA à leur métier. Il y a des réticences chez vos étudiants où ils sont tous complètement connectés à cette idée et que de toute façon on va vivre avec? Il n'y a aucune réticence et ils sont complètement connectés à cette idée. Qui vient faire écho au livre et à l'auteur qu'on recevra dans quelques instants sur Ne faites plus d'études. Je vous invite d'ailleurs à lire ce livre. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite, Véronique Favier, directrice générale adjointe de l'ENSAM, membre du comité d'orientation think tank arts et métiers. Allez voir ce think tank et donc le travail de ce rapport très riche, très instructif. Merci beaucoup Arnaud. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Justement, autour d'une page, grand entretien avec Olivier Babot, à travers son dernier livre écrit avec Laurent Alexandre, Ne faites plus d'études. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben non, il ne veut pas dire qu'on va arrêter de travailler. Il faut faire des études et apprendre autrement. On en parle avec lui, il est notre invité et c'est le grand entretien. Le grand entretien de Smart Job pour ausculter, s'intéresser à un livre. Il vient de sortir, qui est un livre choc, passionnant. Ne faites plus d'études. Bon, évidemment, le titre est très très fort. Apprendre autrement à l'ère de l'IA chez Bucher-Chastel, écrit par Laurent Alexandre, que vous connaissez, qui avait fondé Doctissimo, qui a écrit plein de bouquins sur l'IA et qui parle du transhumanisme. Et Olivier Babot, qui est avec nous et qui nous fait l'honneur d'être là, essayiste, président de l'Institut Sapiens, et écrit donc à 4 mains, cher Olivier. Vous partez au Sénat là, dans quelques minutes pour une audition importante. Je me disais en préparant l'émission, avant de démarrer sur votre livre, mais ça va faire écho, et si on confiait à l'IA la masse budgétaire et qu'on demandait à l'IA, qu'est-ce que tu nous ferais là, en proposition budgétaire? Est-ce qu'il y a des gens qui s'y sont penchés? Est-ce que vous dites, après tout, vous le dites dans votre livre, un jour on sera peut-être gouverné par l'IA. Si on mettait tout ça dans la grande gueule de l'IA pour voir? Oui, on a même écrit il y a un peu plus de 10 ans avec Laurent Alexandre un papier qui paraissait provoque, mais en fait on y croit toujours, on y croyait, on y croit toujours, c'est « Confions la justice à l'intelligence artificielle », en disant qu'on peut considérablement augmenter les processus judiciaires en faisant une partie d'automatisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de juge à la fin, mais ça pourrait désengorger les tribunaux. Donc, et de la même façon, on s'est tous amusés, je pense, à aller demander à ChatGPT ou à notre IA générative qui est dans notre poche. Si vous n'en avez pas, c'est que vous faites partie maintenant de plus en plus de l'exception. On va y avoir 1 milliard d'utilisateurs de ChatGPT dans le monde, rien que pour ChatGPT. On va vers 1 milliard d'utilisateurs. Vous vous rendez compte, sur 8 milliards d'habitants. Donc, on lui a tous demandé, et les résultats sont pas mal du tout. Quand vous lui demandez qu'est-ce que vous feriez, il a des résultats et des propositions qui sont assez rationnelles, assez efficaces, mais derrière, évidemment, on comprend bien que le jeu politique, lui, ne suit pas. Dans votre livre, vous dites globalement, c'est de l'intelligence qui est sortie de notre cerveau, qui est à côté de notre cerveau. Et vous, dès le début du livre, page 20, vous dites, je dis quelques phrases, ce monde-là meurt, et peu de gens l'ont compris, pas besoin d'une IA dotée de conscience pour dépasser les humains dans bien des domaines. Il suffit de réseaux de neurones artificiels bien entraînés, et l'irréversible s'est enclenché, l'intelligence sort du corps. Ça, c'est un peu l'intro du bouquin, vous dites, voilà, c'est un fait. On ne peut plus revenir en arrière. Il faut partir de ce constat, c'est l'exponentielle incroyable de progrès technologique qui fait que d'ores et déjà, à l'heure où on parle, là, on est en octobre 2025, on a déjà des IA qui sont meilleurs que les médecins, qui sont 4 fois meilleurs que les médecins pour le diagnostic. Donc, y compris dans des emplois qui demandent théoriquement beaucoup d'intelligence et de beaucoup de formation, des emplois extrêmement compétents. C'est la grande nouveauté de notre époque, parce que jusque-là, la technologie, elle remplaçait surtout des boulots qui étaient évidemment pas très qualifiés, ou les boulots manuels. Alors du coup, les intellectuels, les gens qui étaient des métiers, vous savez, de la tête, comme on dit chez Goudard, les métiers de la tête, on regardait ça avec un peu de mépris. Oh oui, ils se font remplacer, bah tant pis. Eh bien, qu'ils mangent de la brioche, n'est-ce pas? Sauf que là, c'est les métiers de la tête. Alors que maintenant, ça y est, ces métiers de la tête, c'est des métiers pour lesquels il y a eu des formations pendant des années, on s'est formé. Pour la première fois, un truc qui était incroyablement rare, on pourrait dire l'intelligence, les capacités cognitives complexes,
Maintenant, elle est faisable par les machines. Rédiger des textes, on l'a dit, des diagnostics, des projets de contrat, des emails, avoir des idées, même être créatif. Tout ça, c'est de plus en plus fait par les machines. C'est une nouveauté extraordinaire parce que c'est fait à un coût qui est incomparable. Gratuit. Je veux dire, Presque gratuit. Votre gars en CDI, tout de suite, il va tout mouiller, vous coûter 6 000 € assez rapidement parce que ça double par rapport à son net dès qu'il est un peu formé. Hein, alors que là, on parle de 20 € par mois. La thèse, c'est pas une thèse pour dire super bravo l'IA, c'est une thèse d'analyse pour voir comment le monde bascule. J'essaie de penser les conséquences de ce qu'on IA. vient de se dire. Voilà. Et elles sont vertigineuses. Une des conséquences, ça c'est un gros morceau de votre livre que je trouve très intéressant et qui risque de faire, qui risque de susciter quelques débats sur le plateau de télé, puisqu'on n'est pas dans un débat, là on est dans un débat face à face, mais l'université, vous dites, n'a pas attendu l'IA pour déjà piquer du nez et globalement se détruire. Vous dites avec l'IA, elle est définitivement perdue. Est-ce que c'est ça le raisonnement que vous portez? En un mot, elles avaient le monopole du savoir, avec l'IA, elles ne l'ont plus. Avec l'IA, elles vont devoir se réinventer, l'enseignement supérieur va devoir se réinventer totalement, ou être supplanté par autre chose. Oui, ça, j'en suis absolument certain. Alors le plus étonnant, c'est que ça fait quelques jours déjà que le livre est sorti, il y a quelques débats auxquels je participe. En réalité, ça fait assez peu. Le pire, le plus étonnant pour l'instant, Laurent Alexandre et moi, c'est on se dit que en fait, on a peu de gens qui sont pas d'accord avec nous. J'ai même eu des anciens ministres de l'enseignement supérieur qui disaient, évidemment je ne cite pas de nom, mais qui disaient, mais bien sûr, tu as totalement raison, évidemment, il faut que tout ça explose, ça doit être totalement réinventé. C'était déjà en décalage. L'université, elle avait déjà encaissé une massification totalement dingue, qu'elle avait encaissée parce qu'elle était contente, ça lui faisait des moyens, des profs, et finalement elle est assez contente, mais ça a été au prix d'une incroyable baisse du niveau, et d'un décalage de plus en plus grand avec des bacs plus 5 qui légitimement sont amers parce qu'on leur expliquait qu'ils étaient au sommet de la pyramide hiérarchique du savoir, mais en réalité, ils n'arrivent absolument pas à trouver un emploi, et quand ils le trouvent, ils sont évidemment en décalage par rapport à la compétence théorique. Il y a deux sujets qui s'emboîtent les uns aux autres. Et chapitre, page 151, où vous dites « ce monde n'est pas pour les grosses feignasses », hein, c'est le terme que vous utilisez. Je trouve que c'est passionnant parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, des DRH, ils ont des enfants qui font des études, qui en sortent. Et on a l'impression que grâce à l'IA, on n'aura plus besoin de travailler, que le monde va se faire sans nous, qu'on va être bien payé et que ça va être génial. Vous dites dans ce chapitre-là tout l'inverse. Vous dites que si on ne se prend pas en main pour être curieux, apprendre sans cesse, en fait, on est perdu. C'est l'erreur fatale à ne pas faire. D'ailleurs, ne faites pas d'études, ça ne veut pas dire ne travaillez pas, n'apprenez pas, c'est au contraire, ne faites pas d'études comme avant, c'est-à-dire 5 années un peu plus ou moins paresseuses, vous allez arriver à avoir juste vos partiels, vous aurez la ligne sur le CV qui va bien, et hop, vous fermez les livres pour toujours et vous allez bosser. Non seulement votre diplôme ne va plus rien vous ouvrir comme porte, il faut penser en compétences, mais surtout vous allez devoir apprendre toute votre vie, vos compétences vont devenir obsolètes très rapidement, il va falloir les renouveler, il va falloir vachement bosser. Et le paradoxe, c'est que vous allez devoir vachement bosser au moment où les technologies vous proposent plus que jamais de faire le boulot à votre place, c'est-à-dire de réfléchir à votre place. Et les études, comme l'étude du MIT maintenant qui est très connue, montrent l'effet complètement dévastateur de l'utilisation un peu paresseuse de l'IA qui va faire les choses à votre place. Vous vous souvenez pas ce que vous avez fait. Et puis vous avez ce qu'on appelle une forme de dette cognitive, c'est-à-dire que vous allez payer d'une façon ou d'une autre cet effort mental que vous n'avez pas fait. Parce qu'au bout d'un moment, évidemment, l'effort mental, il est là aussi. C'est comme un muscle, hein, le cerveau. Il faut l'exercer, il faut le développer, sinon ça s'atrophie. Mais j'ai l'impression qu'on va exactement à l'inverse de ce que vous prônez. On a aujourd'hui des jeunes dont vous dites que le QI a baissé, qui lisent de moins en moins. Et le QI moyen des étudions a globalement baissé. Vertigineux. Donc on va exactement à l'inverse de ce que vous portez comme théorie ou comme volonté. En fait, le monde va probablement être de plus en plus inégalitaire et polarisé. C'est-à-dire que vous allez avoir les gens qui vont lâcher pied, effectivement, et se laisser aller au doom scrolling, au défilement de la mort. C'est l'ère de la flemme que j'avais décrit dans un autre livre, ou la tyrannie du divertissement. C'est-à-dire que vous allez laisser avoir dans un monde qui vous propose en permanence de vous divertir, de vous amuser, de vous filer des vidéos et des shorts jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis maintenant de travailler ou de faire semblant d'acquérir une compétence à votre place, mais en fait vous n'avez absolument rien acquis, vous pensez, et vous n'êtes pas capable de valeur ajoutée face à la production de la machine. Ça veut dire qu'assez rapidement vous allez être court-circuité professionnellement. Et puis le happy few, c'est même pas une question d'argent, mais qui va faire l'effort en fait. C'est ceux qui vont se donner des coups de pied au cul, pas être les grosses feignasses, et qui vont bosser plus que jamais, parce qu'il y a moyen, par exemple, ChatGPT, il y a un mode enseignement pour enseigner et apprendre, et un mode où ils ne vont pas vous donner la réponse, il va vous guider pour obtenir et arriver à la réponse. Et ça, pour nous, c'est le futur, et c'est l'une des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même dans cette histoire. La bonne nouvelle, c'est qu'on va tous avoir Aristote dans notre poche. C'est exactement ça le sujet. Ouais. On a une information rapide sur tous les sujets que l'on souhaite. Enfin, c'est une base de données, si on veut s'y intéresser. Et structurée, mais par quelqu'un d'autre, sans que vous ayez à la structurer vous-même. Alors qu'avant,
Le moteur de recherche, vous deviez le faire, la parce structuration. qu'il fallait qu'on se tape les 22 pages. Se taper les 22 pages, il fallait regarder quand il y avait des contradictions Voilà, entre les premiers sites. tout ce qui était Là, tout est fait, c'est structuré, c'est écrit dans une langue parfaite. Il peut d'ailleurs le retraduire dans toutes les langues que vous voulez. Et vous pouvez le mettre dans tous les formats. Vous voulez en faire un tweet, vous voulez en faire un scénario TikTok, un mail pour aller vers une entreprise, Ça, c'est pour un effrayant, prospect. C'est en quelques secondes. On l'a C'est tous effrayant. essayé. C'est extraordinairement bon. Il faut le dire, c'est très difficile. Vous êtes un étudiant jeune qui sort, même si vous avez d'ailleurs un peu bossé. C'est très dur d'avoir une valeur ajoutée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un truc qui monte, c'est ce qu'on appelle en anglais la job apocalypse. C'est le fait que c'est d'abord chez les plus jeunes que se suppriment des emplois, parce que les plus jeunes ont vachement de mal à apporter de la valeur ajoutée face aux IA. Ils ne sont pas remplacés par l'IA, ils sont remplacés par des seniors qui utilisent l'IA. On le voit dans le codage, par Qui exemple. eux-mêmes se sont reformés en cours de route. Il y a Oui, beaucoup qui eux de se seniors forment. qui C'est se une sorte forment. de revanche des seniors. Ouais. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, les seniors se forment. Ouais. Un mot quand même, parce que, et même plusieurs, page 152, toujours ce chapitre sur les feignasses, j'ai adoré ce chapitre. Parce qu'en même temps, il y met aussi une teinte un peu politique. Vous dites, les étudiants d'avocats, les futurs avocats au Royaume-Uni, ont lancé une pétition pour que l'examen du barreau, je cite, soit plus facile car il serait trop discriminant. Et il rajoute, la pétition s'indigne aussi de l'anxiété et du stress extrême. Et vous terminez en disant, bah oui, effectivement, on n'a qu'à monter des nurseries. Enfin, et vous posez le problème de la notion d'égalité dans une société où tout doit être égalitaire. Et en même temps, l'IA vend un peu ça. On est tous à égalité. Quand on clique sur l'IA et qu'on va, on est tous à égalité. Et vous dites, c'est pas vrai, on n'est pas tous à égalité. Il y a un effet ciseau terrible entre l'incroyable envie d'égalitarisme, la perte d'habitude qu'on a à s'opposer, y compris à des opinions alternatives, à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, et un monde qui a été de plus en plus tourné autour de l'entretien d'une sorte d'oreiller ou de pelochon autour des jeunes pour faire qu'il n'y ait aucune contrariété dans le monde, et puis le degré d'exigence du monde par ailleurs qui augmente. C'est-à-dire que C'est dur. vous avez élevé, effectivement, faire une sorte de grande nurserie absolument sidérante, et puis tout d'un coup, vous allez arriver dans un monde qui va être beaucoup plus dur et beaucoup plus cruel si justement vous n'avez pas réussi à comprendre que les exigences étaient différentes. Je suis allé jusqu'au bout, jusqu'à la conclusion. Merci de le lire. Non, mais Merci de nous lire. c'est important, et c'est important que vous lisiez ce livre, parce que c'est pas un livre vous donnez pas des leçons. Vous essayez d'ouvrir des pistes. Pour terminer notre échange qui est très riche, c'est le monde de demain, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui, c'est quoi? Ça va être des réfugiés de l'IA qui n'auront plus accès à rien parce qu'ils se sont coupés eux-mêmes ou ils n'y ont pas eu accès. Et puis une élite, je pense à Chien 51, puisque c'est un film qui est aujourd'hui à l'affiche, avec des quartiers, avec une spatialisation à cause du numérique. C'est quoi le monde là vers lequel on va? Le monde, malheureusement, est de plus en plus polarisé. C'était le thème aussi d'un de mes livres qui s'appelait « Nouveau désordre numérique ». Et il n'y a rien qui arrête cette polarisation. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas forcément une question d'argent. Le futur de l'éducation, c'est quoi? On sait que, historiquement, ce qui est le plus efficace, c'est d'avoir un professeur pour un élève. C'est le rapport maître-disciple. C'est ce que pouvait payer le roi de Macédoine à son fils Alexandre. C'était Aristote. Et il est devenu Alexandre le Grand. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas se payer Aristote, c'est-à-dire à peu près le meilleur professeur de l'histoire de l'humanité. Mais demain, comme je disais, on va tous pouvoir avoir Aristote. C'est-à-dire qu'on va avoir un enseignant qui va nous suivre, nous connaître exactement, connaître nos façons d'apprendre, connaître nos forces, nos faiblesses, ce qui nous manque de savoir. L'individualisation de la formation. Exactement, une individualisation extraordinaire. Ça, c'est la très très bonne nouvelle dans ce qui va être possible de plus en plus. Ça ne veut pas dire que les professeurs disparaissent, mais en fait, ils changent. Ils vont plutôt devenir, les professeurs physiques, des coachs, des guides, des accompagnants qui vont aider à faire le pas de côté dans la relation que vous aurez avec la machine, évidemment, qui sera d'ailleurs aussi un robot humanoïde. Alors, ce qui est formidable, c'est que ce n'est même pas une question d'argent, parce que le coût marginal de l'intelligence est en train de tomber à zéro, en fait, de plus en plus. Évidemment, le professeur, il va y avoir des moments où vous allez vous voir avec des condisciples, vous allez faire des choses, travailler l'oralité, le savoir-être, le réseau, le soft skills. Et donc, la relation avec un accompagnant qui sera peut-être comparable peut-être au confesseur d'avant, peut-être on pourrait dire, mais sans cette visée religieuse, plutôt une aide morale, quasiment un peu plus psychologique que le simple transfert du savoir qui, lui, au quotidien, va se faire plus tôt dans cette relation avec la machine. Donc, c'est une transformation complète de l'enseignement supérieur d'abord, et puis à terme, en fait, même de l'éducation. Et donc, quelques manifestations dans les rues.
Très probablement parce que c'est très difficile. Évidemment, on a une inertie incroyable. Je regarde aujourd'hui les professeurs à l'université, c'est en fonction du nombre d'heures de cours qu'ils ont des obligations. C'est leur service. C'est-à-dire qu'il faudrait changer même ce que c'est que l'obligation. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de gens qui sont d'accord, mais vous parlez avec les professeurs, évidemment. Ils sont pas contre. Ils sont tous. On voit tous les problèmes. On a tous compris que pour le meilleur, les choses allaient changer. Ça ne veut pas dire que ça sera moins intéressant. Ça sera du point de vue éducatif beaucoup plus intéressant, du point de vue du transfert de savoir. Ça va être des métiers différents qui vont évoluer, mais pour ça, il va falloir remettre toutes les structures à plat. On n'a plus le temps, ne faites plus d'études. Il y avait quand même cette jeune fille qui a passé le bac à 9 ans, portée par une entreprise, et dont vous reprenez un peu le mantra. Oui. On doit accélérer le savoir et l'apprentissage. Vous êtes d'accord avec cette idée-là aussi, puisque ça concourt à l'idée qu'il développe cette entreprise en disant, mais il faut nettoyer tout ce qui est les scories pour aller à l'essentiel et avancer très vite. Et elle a eu le bac à 9 ans, je crois. Alors on dit attention, culture générale, lecture, histoire. Si vous pouvez, il y a des métiers qui vont être complémentaires, qui vont être à côté de l'IA, probablement les métiers du soin, du lien, les métiers du spectacle vivant, ils ne vont pas être remplacés. Et puis après, si vous voulez être complémentaire, ça veut dire qu'il va falloir être très très fort. Donc ça veut dire être très très polyvalent et avoir un savoir général. C'est vraiment les humanités qui sont importantes pour avoir une capacité après à vous spécialiser, mais le savoir va évoluer beaucoup, le savoir spécialisé. Donc voilà, il faut beaucoup de capacités transversales. Ne faites plus d'études, pas dans le sens d'arrêter vos études, vous l'aurez compris. C'est-à-dire, mettez-vous au travail, mais autrement. C'est ce que raconte ce livre de Laurent Alexandre et Olivier Babot, qui étaient avec nous, et je leur remercie. Apprendre autrement à l'ère de l'IA générative, Bûcher-Chastel. Merci, cher Olivier, et bonne audition au Sénat. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page et on s'intéresse à notre rubrique Fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité. On termine notre émission avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi pour s'intéresser à une filière. Alors, elle est vraiment éco-responsable, la filière forêt-bois. Pas le moment où on coupe l'arbre et qu'on va le débarder, non. Ceux qui vont travailler le bois pour en faire des murs, pour en faire plein de produits. Et c'est une filière industrielle. On en parle avec vous, Bertrand Gauthier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Responsable communication, relations adhérents, l'UICB, l'Union des industriels et constructeurs bois. Combien d'adhérents et combien de salariés dans cette filière ? Alors, dans la filière, on va dire au sens très large, quand on va de la forêt, l'exploitation forestière, jusqu'à la transformation du bois pour le mettre dans les maisons, dans les immeubles, on est sur une grosse filière, on est sur un peu plus de 400 000 emplois. On est juste à 2000 entreprises sur la construction bois. Donc, si on prend toutes les entreprises de travaux forestiers, on est au-dessus des 5000 entreprises, des 5000 établissements, très clairement. Vous sortez il y a quelques jours de cet événement Very Wood Métier, tout à fait. Woody Woodpecker, pour faire une sorte de petit jeu de mots. D'abord, ça s'est tenu à l'échelle nationale, tout à fait. 8 au 10. D'abord, comment ça s'est passé ? C'était l'occasion de faire connaître votre filière et de dire aux jeunes, et pas qu'aux jeunes, parce qu'il y a aussi de la reconversion, il faut en parler, venez dans notre filière. Parce qu'il y a des emplois à prendre tout de suite. Cette campagne Very Wood Métier, en fait, elle vit toute l'année. Il y a pas mal de messages sur les réseaux sociaux destinés aux jeunes, Instagram, TikTok. Mais sur le mois d'octobre, on a effectivement des journées portes ouvertes où pendant 3 jours, les entreprises proposent à des groupes de jeunes, d'étudiants, de demandeurs d'emploi et de salariés en reconversion de venir visiter leur site pour se rendre compte de la réalité et de s'apercevoir que y a beaucoup de métiers différents, il y a beaucoup de postes à prendre et sur l'ensemble du territoire national. On a la chance d'être une filière qui a des emplois très peu délocalisables. On a des massifs partout. Et qui sont partout et pas uniquement autour des massifs forestiers puisqu'il suffit de faire 100 km et on peut avoir une usine de transformation de la matière. Qu'on soit concret, il y a 20 000 postes à pourvoir. Oui, au bas mot. Au bas mot. Quand vous dites au bas mot, ça veut dire qu'il y en a plus. Il y en a très probablement plus. En fait, on se repose sur les chiffres qui sont diffusés par les opérateurs de compétences. Et pour le coup, sur la filière, on dépend de 3 différents. Donc, il faut faire un peu des additions des chèvres et des choux. C'est pas très facile. Mais on sait que, par exemple, dans l'industrie, rien que dans l'industrie de la transformation du bois, on est à 15 000 salariés et il y en a un tiers qui ont plus de 50 ans aujourd'hui.
Quand on dit transformation, c'est-à-dire qu'on récupère le bois de débardage, on va retirer son écorce, on va le tailler, on va le Ça, c'est retravailler. la première transformation. Et vous êtes sur la deuxième Et la transformation. deuxième transformation, ces planches, on va en faire des produits de structure. On va en faire du bois lamellé, ce qu'on appelle du CLT, du bois lamellé croisé. On va en faire du LVL, de la poutre en I, De la de glue. l'ossature, L'aggloméré. du panneau, tout à fait, du panneau OSB, du panneau de contreplaqué, du panneau à base de bois. J'adore votre campagne, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez pondue, mais elle est vraiment sympa. Si vous cherchez du boulot, il y en a dans le bois. Donc vous donnez aussi une image un peu fun à un secteur comme ça, qui paraît être un peu vieillissant. Vous avez envie quoi, lui donner un peu plus de fun, donner envie aux jeunes de pousser ces boîtes. On avait envie avec ces messages-là, il y a celui-ci sur le boulot, puis il y en a d'autres. On avait envie de remettre un petit peu mettre le réel, puisque c'est une filière où il y a beaucoup de choses très différentes à faire. Il y a beaucoup de jeunes qui y travaillent. Il leur manque encore, mais il y a beaucoup de jeunes qui y travaillent. Et il y a des belles carrières, il y a des belles histoires personnelles à construire dans ces entreprises. Et ça donne du sens avant de nous quitter, parce que c'est, je disais, éco-responsable. Quand on construit des maisons en bois, quand on les fait pas loin de la zone de production, le bilan carbone, il est bon. On exploite une ressource, le bois, qui est la seule à stocker du carbone. Donc quand on coupe un arbre, on en replante tout de suite le massif forestier. Exact. Ça croît chaque année. Donc on utilise une ressource qui stocke du carbone et on permet à d'autres arbres de pousser pour continuer à stocker encore plus de carbone. Allez sur le site de l'UICB, l'Union des industriels et constructeurs bois, pour peut-être trouver emploi à votre pied. Et sur le site de la campagne Verywood Métier, surtout, pour y voir... Verywood Métier, si vous cherchez du boulot, il y en a dans le bois. Et la forêt. Très bonne baseline. Merci à vous, Bertrand Gauthier, responsable communication, relations adhérents. Merci à vous. Merci à toute l'équipe derrière en régie. Merci à Pierre Loup pour la réalisation. Merci à Paul pour le son. Et merci évidemment à Nicolas Juchat. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.